Alors, merci au comité de l'AMCAR. Tout d'abord, je voudrais donc présenter toutes mes excuses à l'ensemble des médecins qui m'ont aidé dans ce diagnostic, où j'ai vraiment peiné dans cette observation que je cherche à partager avec vous. Alors voilà, je tiens à vous dire que pour moi, c'est un mystère et un suspense cette observation et que je n'ai pratiquement aucune étiologie à vous dire. Je n'ai pratiquement aucune conduite thérapeutique, je ne sais pas quoi faire. Donc soyez gentils de ne pas poser des questions, je ne saurais pas du tout vous répondre. Si quelqu'un a une idée, ça va vraiment me faire beaucoup de plaisir. Alors voilà, il s'agit d'un patient âgé de 22 ans qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire et qui a fait en février 2020 un tableau tout à fait typique d'hypertension intracrânienne avec découvert sur l'IRM cérébral de thrombo. Alors attendez, donc je mets juste mon pointeur, voilà, vous voyez ici une thrombose du sinus longitudinal, tout à fait confirmée ici dans la séquence artério-veineuse où il y a pratiquement absence du sinus longitudinal et vous ne voyez pas du tout également le sinus latéral. Ce patient a été vu donc par plusieurs médecins, il a été mis sous acénicomarol, voilà, et donc surtout il a été hospitalisé dans une clinique privée où nous avons eu la chance d'avoir un hémato qu'il a vu en premier et cet hématologiste avait fait tout un ensemble de bilans avant de démarrer tout traitement anticoagulant, l'ensemble du traitement de thrombophilie que vous connaissez avec l'antithrombine 3, la protéine C, la protéine S. Il n'y avait pas du tout de phénomène inflammatoire, il n'y avait pas d'anticoagulant circulant, les anticorps antiphospholipides étaient négatifs, la recherche de mutation du facteur 5 de Leiden était complètement négative. Tout cet ensemble a été fait et tout cela, bien sûr, s'est révélé tout à fait négatif. Il n'y avait aucun argument en faveur de B7. Il y avait eu un scanner abdominopelvien qui était strictement normal et ce patient a été mis sous acénicomarol. D'ailleurs, quand il est venu me voir, il avait déjà un INR qui était à 2,5. Alors pourquoi il est venu me voir? Il est venu me voir en début juin 2020 parce qu'il fait de douleurs rétrosternales spontanées, surtout le soir. Il a consulté plusieurs fois aux urgences et même des cardiologues qui ont toujours demandé des troponines qui étaient négatives. On lui a bien sûr mis sous magnésium, sous prétexte qu'il n'y a absolument rien de particulier. Voilà l'électrocardiogramme avec lequel il a atterri chez moi dans le cabinet un bon matin du 15 juin 2020. On voit manifestement qu'il existe une ischémie sous-épicardique antérieure avec un sus-décalage en V2 qui évoquait parfaitement un syndrome coronarien aigu. Alors personnellement, je fais partie d'une génération où je ne crois pas du tout à la troponine. Personnellement, j'ai dit tout de suite ce monsieur-là doit être coronarographié en extrême urgence. Donc il a atterri directement à la structure. Pardon, on a tout d'abord fait une échocardiographie. Vous voyez qu'ici, il existe une excellente contractilité segmentaire régionale pratiquement au niveau de tous les axes que vous connaissez. Il y avait une excellente fonction ventriculaire gauche. Il n'y avait aucune anomalie de la fonction diastolique, avec des pressions de remplissage qui étaient strictement normales. Donc, ce patient a été adressé rapidement à la clinique pour faire la coronarographie. Un bilan biologique a été fait succinct, rapide avant de faire l'examen. Et voilà, on a fait la coronarographie. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la coronaire droite qui a été injectée en premier, regardez quelque chose de très important, qu'il existe une circulation collatérale. Cette circulation collatérale, on arrive parfaitement à la voir, ce qui traduit bien sûr qu'il existe une ancienneté un petit peu de cette lésion coronarienne qu'on retrouve parfaitement du côté gauche, avec bien sûr une thrombose tout à fait complète, une occlusion complète de l'IVA proximale. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien qui passe et vraiment un arrêt vraiment en embole, un véritable embole coronaire. Cela a été parfaitement vu sur les différentes incidences, aussi bien ici en OAD, vous voyez une occlusion complète de l'IVA, et bien sûr ici, surtout en incidence crânio-caudale, vous avez une occlusion complète pratiquement de l'IVA proximale. Alors, heureusement que nos cathétériseurs ont été gentils parce que je leur ai dit de ne pas le toucher, ce patient-là, en extrême urgence. Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'arrière-pensée qui avait une excellente fonction ventriculaire gauche et moi, j'avais peur que toute manipulation hâtive envers cette artère-là aurait pu donner des emboles distaux qui auraient pu vraiment causer un véritable infarctus. Alors, heureusement, ils m'ont écouté. Pourquoi? Parce que ce patient, on a pris la décision de le mettre uniquement sous agrastat et éventuellement de le reprendre par la suite. Mais malheureusement, 2 heures après, il nous fait une véritable catastrophe. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un tableau typique d'hypertension intracrânienne avec des céphalées atroces, des vomissements rongés, une agitation importante. J'ai jamais vu un malade qui se cognait la tête contre le mur en disant qu'il avait très très mal. Alors, on a essayé de tous les antalgiques, ça n'a absolument rien donné. Il fallait absolument faire une imagerie en extrême urgence pour déterminer ce qui se passe.
place, eh bien, voilà ce qu'on a fait. On a fait une IRM cérébrale en extrême urgence. Et la grande surprise était celle-là, le thrombus toujours au niveau du sinus longitudinal, et surtout on a eu non seulement la thrombose au niveau du sinus longitudinal, mais l'extension également au sinus latéral qui faisait pratiquement tout cela malgré le fait que ce patient a été anticoagulé et qu'il avait reçu tout un ensemble de traitements anticoagulants pendant longtemps. Donc cette hypertension intracrânienne était là. La seule possibilité était de donner des décorticoïdes à très très forte dose avec des antalgiques pour essayer de le soulager et ça a marché. Alors, on a mis ce corticoïde à forte dose, on a donné de la Gresta pendant 24-48 heures et le patient a été repris après 48 heures et vous voyez encore que rien ne passe, qu'il y a toujours cet IVRA proximal qui est complètement thrombosé et tout. Et là, on a pris la décision, bien sûr, d'aller foncer pour essayer de sauver ce patient-là, d'autant plus qu'on avait toujours un muscle cardiaque qui se contractait bien. Donc, il a eu, bien sûr, son angioplastie extrêmement difficile, avec, bien sûr, ici, vous voyez ici le passage de ballon. Il a fini par avoir 2 stents, avec un résultat ici par un simple angioplastie, et ensuite 2 stents qui est permis de récupérer une IVA de bon calibre, avec, bien sûr, un excellent résultat, un flux TIMI 3, vous savez, aucun problème. Voilà. Alors, à ce moment-là, bien sûr, on a récupéré les examens biologiques. Bien sûr, j'avais demandé tout un ensemble j'avais demandé à des internistes, des hématologistes, des gens de Rabat, des gens de Casablanca, pour essayer de comprendre pourquoi ce jeune patient de 22 ans faisait ça. Alors, voilà ce qui tombe un petit peu comme examen biologique. Alors, nous avons eu un hémogramme strictement normal parce que tout le monde se disait que c'était un syndrome myéloprolifératif, un bilan hépatique normal. L'INR était toujours à 2,8, aucune anomalie métabolique, ni de glycémie, de cholestérol, ni quoi que ce soit. La fonction rénale était correcte. Il n'y avait aucun phénomène inflammatoire du CRP à 3 UVS à 10 mm, électrophorèse des protéines qui était normale. Les anticorps anticardiolépine a été reprise. L'IgM, l'IgG était tout à fait négatif. Les anticorps antinucléaires, anti-DNA négatifs. Alors voilà, et on a demandé une homocystéinémie qui était également normale, des auto-anticorps anti-bétado, glycoprotéines aussi bien IgM, IgG qui étaient tout à fait négatifs. Et là, j'avais demandé l'avis du professeur Ludovic Drouet, que je remercie beaucoup, qui participe beaucoup dans cette observation-là, qui se trouve à la Riboisière, parce qu'il fait partie des centres rares où on cherche un petit peu la cause des thromboses. Il m'a demandé de faire ces examens que j'ai pu réaliser, bien sûr, à l'extérieur. Le Jacques V6 617F, c'est pour chercher un syndrome myéloprolifératif qui s'est révélé négatif, et le Jacques 2 112 qui s'est révélé également négatif, et la calrétuquine qui s'est réellement également négative. Donc, vous avez vu que nous avons eu absolument aucun élément, aucune étiologie pour comprendre un peu ce qui se passe chez ce jeune patient de 22 ans. Voilà, donc on a pris la décision, bien sûr, de ce patient de le faire sortir parce qu'il a bien évolué pour nous. On l'a mis, bien sûr, sous acénicomarol, sous cardioaspirine avec clopidogrel, sous bêta-bloquant, bisoprolol, de la trovastatine à très forte dose, bien sûr, du ramipril. Et j'ai mis également de la colchicine. Alors, pourquoi les gens vont me demander pourquoi j'ai mis de la colchicine? Eh bien, j'ai mis de la colchicine parce que j'étais au courant de l'étude Colcote, que vous connaissez très bien, que le professeur Menis également nous a fait passer dans le cadre de notre forum. Cette étude qui a parfaitement démontré le bienfait de la colchicine, dont bien sûr les artéropathies coronariennes qui sont un petit peu inflammatoires, avec bien sûr d'excellents résultats. Voilà, donc ça a été partagé avec les internistes. Donc ce patient est sorti, pour nous la partie était gagnée, mais 12 jours après, il nous fait également une nouvelle catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Eh bien, il revient avec une douleur rongineuse tout à fait typique, et voici son électrocardiogramme, on retrouve une ischémie sous-épicardique dans le territoire antérieur, et ce patient n'arrêtait pas de souffrir. Bien sûr, j'ai convoqué les cathétériseurs ça y est, c'est pour moi la catastrophe. Il a fini par thromboser ces 2 stents. Il fallait absolument le faire rapidement. Alors, du moment que la troponine était négative et qu'on n'a retrouvé aucune anomalie de la contraction à l'électrocardiographie, encore une fois, nos cathétériseurs m'ont dit, écoute, tu le mets également sous agrastat et puis on verra demain matin pour prendre la décision. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'agrastat, on l'a mis sous agrastat et le lendemain, il a été repris. Et la bonne surprise pour nous était celle-là. On retrouve que les stents sont tout à fait perméables avec des artères coronaires qui sont tout à fait bonnes et que tout se passe bien avec un flux TIMI 3, il n'y avait aucun problème. Alors maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a mis bien sûr sous ce traitement-là. On a gardé le traitement qu'il avait avant et qu'il est sorti avec une véritable positivation. Regardez bien, des antés dans les territoires antérieurs et tout s'est bien passé. Ce patient a très très bien évolué et il est sorti.
Voilà, alors quand on a vu également les internistes m'ont reproché le fait, mais tu n'as pas pensé à une embolie pulmonaire, tu es un gros bétail, il fallait absolument faire un angioscanner. Alors j'ai fini par faire un angioscanner pulmonaire qui était strictement normal et qui a éliminé bien sûr toute embolie pulmonaire, bien que je ne vois pas du tout l'utilité, mais ça a été demandé par les internistes, c'est pourquoi je l'ai fait. Alors, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions, je ne sais pas quoi faire. Moi, je vous demande de me répondre à ces questions. Je ne sais pas quelle étiologie, je ne sais pas quelle conduite thérapeutique faire, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter le traitement anticoagulant et bien sûr c'est riche chez un jeune patient de 22 ans et je ne sais pas combien de temps il faut garder la double anti-agrégation plaquettaire, je veux dire bien la double, je ne parle pas de là. Voilà, je vous soumets moi ces questions, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Ça, je vais te répondre pour la douleur thoracique. Oui, vas-y. Je vais probablement me tromper. Dans le système coronaire, il y a les artères et les veines. Il a fait des thromboses cérébrales, il a le droit de faire des thromboses du sinus coronaire ou du thrombose. Alors, c'est un peu bizarre parce que ce monsieur. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça donne de la douleur et ça ne positive pas les troponines. Ça crée de l'ischémie aussi. Non, attends, est-ce qu'il y a quand même une. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Moi, je te réponds, moi si, je ne sais pas. Attends, moi je te réponds. Ce monsieur-là, quand je l'ai vu avec un électrocardiogramme, avec une ischémie comme ça, tout à fait claire, je me suis dit, ça y est, il a thrombosé ses stents, pour te dire. Mais maintenant, ce patient-là était bien anticoagulé. On avait un INR à 3. Tu sais comment INR à 3 chez quelqu'un qui est déjà sous cardioaspirine, Plavix et tout, moi j'ai un peu peur. Moi, généralement, je les mets à 2,5, je te dis tout de suite. Mais déjà, oui, lui, quand il est rentré, il était à INR à 3. Et je me suis permis, malgré ça, de le mettre sous agrastat, parce que c'était la seule possibilité. Est-ce qu'il a fait des petits micro-emboles qui ont fini par disparaître sous agrastat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toutes les façons, c'est quand même légitime c'est légitime de penser d'abord au stent, après ensuite au reste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, on essaye de comprendre. C'est pratique. Monsieur Salami, pourquoi tu le mets pas sous Brilique? Alors attends, c'est une contre-indication avec le Syntran, tu sais très bien. Là, moi, je le mettrais sous Brilique. Écoute, le Syntran est obligatoire pour la simple raison qu'il a fait quand même une thrombophlébite cérébrale. Je suis en train de penser, Brilique AOD, pourquoi tu n'y vas pas, par exemple, sur cette association? Pardon? Brilique AOD. Alors attends, je te réponds tout de suite. Tu sais que les AOD n'ont aucune indication pour les thrombophllébites cérébrales. Ouais. On est là, on est dans un tableau de thrombophlébite cérébrale. Ouais. Angor spastique, pardon. Angor spastique. Ah oui, l'angor spastique, j'y ai pensé, je suis d'accord avec toi, mais tu aurais dû quand même avoir un petit élément électrocardiogramme, quand même une ischémie. Ce monsieur-là, je l'ai vu en pleine douleur. Il y avait une ischémie sous-épicardique dans le territoire antérieur, alors qu'un gros spastique, on aurait avoir un sus décalage. Voilà. Alors, mais quand j'ai vu ça, j'ai… Pourquoi tu n'as pas fait d'IRM cardiaque pour voir un peu… La fonction VG est parfaite, tu peux me croire. Oui, je te crois, bien sûr. Ouais, et il y a possibilité d'étudier sa perfusion myocardique. Assad. Oui. La perfusion myocardique. Assad. Oui. Il n'est pas sous contraception orale, monsieur. Non. Alors écoute, tu sais, tu me connais, tu me connais, je te parle sérieusement. Tu me connais, tu sais, je l'ai pris à côté, je lui ai dit non, toi tu es en train de prendre de la cocaïne, toi tu es en train de faire un truc. Exactement ça. Ah oui. Ça, je peux pas poser la question sur le web, est-ce qu'il y a une histoire de toxicologie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'y ai pensé, j'ai me posé la question et puis c'est sûr, ce monsieur-là, non, c'est sûr, non. D'ailleurs, si tu le vois, c'est un jeune homme de 22 ans qui est parfait, Non, il n'a rien de tout cela. Il ne fume pas, il n'y a rien de tout, non. Il y a un autre qui pose la question, est-ce que vous avez fait le bilan Covid? Alors voilà une bonne question parce que les gens croient, parce que tu sais maintenant ce qui se passe chez nous en réanimation, c'est que les gens n'arrêtent pas du tout de penser au Covid. Alors écoute, d'abord il y a une CRP qui est négative, UVS avec un 10 mm à la première. Tu as vu que même les internistes m'ont posé la question, ils m'ont reproché le fait de n'avoir pas fait un angioscanner. C'est pourquoi je te montrais l'angioscanner. Moi je ne sais pas pourquoi je l'ai demandé devant une embolie, suspicion d'embolie pulmonaire sans HTAP ni quoi que ce soit un angioscanner. Mais ça a été fait quand même. Et l'angioscanner était strictement normal avec un parenchyme pulmonaire strictement normal. Mais voilà. Donc le diagnostic final, c'est non biologique. S'il vous plaît. Pardon?
le diagnostic final, c'est une thrombophilie non biologique, c'est-à-dire les thrombophilies qu'on ne connaît pas. Oui, alors on ne connaît pas. Alors moi, quand j'ai discuté avec le professeur Drouet, il m'a parlé qu'il y a possibilité qu'il y ait une mutation d'un gène qu'il faudrait qu'il cherche lui-même dans son laboratoire. J'attends que les frontières soient ouvertes. Voilà, je te tiendrai au courant. Monsieur Soulem, dans le cas des thrombophilies qu'on ne connaît pas malgré toute la panoplie. Ah oui, c'est… Alors attends, qu'est-ce que vous auriez fait si maintenant on ne trouve rien? Vas-y, Abdel Nasser, vas-y, Abdel Nasser. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'intervenir. S'il vous plaît, M. Souleyman, parce que là, on est devant une thrombose artérielle et veineuse. Je ne sais pas si vous avez fait le bilan de la drépanocytose hétérozygote. Des drépanocytoses tout court. Alors attends, je vais te dire tout de suite, la NFS est strictement normale. Ça, c'est le premier point. Alors attends, l'électrophorèse de l'hémoglobine, je ne sais pas pourquoi je vais la demander, mais en tout cas, tu as raison. Je ne l'ai pas fait, non. Je n'ai même pas pensé à ça. Hein. Voilà. Justement, ça, c'est une… Mais avec une NFS normale, tu redemandais ça? Les formes hétérozygotes, justement. Formes hétérozygotes. Qui n'entraînent pas d'anémie, ou rarement. Il y a tellement fait de bilan, bah, tu ne perdras rien à faire une recherche de drépanocytose. Oui. Ça peut être intéressant. Oui, bien sûr, je vais le faire. Voilà, une bonne suggestion, oui. Bon, je crois qu'on va terminer. Hein. Mais moi, ce que je peux te suggérer, si tu peux m'envoyer un petit résumé, on l'envoie à l'ami l'hématologiste. Il est tout courant, Ismaël Alami. Ismaël Alami. Il est tout courant. Tu sais, j'ai fait le tour de tout le monde là. Je tiens à remercier le professeur Tazi Zoubida. Je remercie beaucoup tous les internistes de Rabat que je connais. Écoute, alors, non, Ismaël, qu'est-ce qu'il dit, Ismaël? Ismaël, c'est une référence. Ah bah écoute, là, Ismaël m'a orienté directement vers Douai. Voilà pour t'expliquer. Écoute, donc, écoute, tu as tout fait et tu demandes notre avis. Mais c'est quand même… Alors attends, maintenant je te demande une question pratique. Faut combien de temps le traitement anticoagulant et combien de temps la double anticoagulation plaquettaire? Moi, je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Moi, je ferais comme si c'était une FA après stenting. Je ferais la trithérapie, puis la bithérapie, puis par la suite, ça sera certainement une anticoagulation. Moi aussi. Au long cours. Donc, on laissera que… Et à ne pas arrêter. À ne pas arrêter, bien sûr. Ouais. Les amis, il faut qu'on clôture. N'est-ce pas, Saïd? Oui. Je vous remercie tous. Et le bureau de l'AMCAR a déjà prévu de refaire un autre webinaire l'année prochaine de top 10 pour l'année prochaine. Et moi, je voudrais vous demander si vous restez en ligne après. Et les autres à rester en ligne après. Vas-y, Saïd, pour la conclusion. Écoutez, les amis, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Franchement, un grand merci à tous les gens qui sont restés jusqu'à maintenant parce qu'on est plus de 170 personnes à rester jusqu'à présent. Ça prouve que les cas étaient hyper intéressants. Les uns plus que les autres. On a vu un petit peu de tout. C'est vraiment magnifique ce qu'on a vu ce soir à travers ces cas cliniques. Ce qui est très important et ce qu'on voudrait faire à travers ce top 10, c'est le partage des idées. Et c'est de voir un petit peu comment les uns et les autres réfléchissent devant un cas pratique. Et je pense qu'on y est arrivé. On est arrivé à voir comment les gens pensent, comment on peut réfléchir devant un cas qui peut être difficile, qui peut avoir l'impression d'avoir été facile au départ, mais qui s'avère extrêmement difficile. Le cas de cette Soulami en est un. Et c'est juste pour vous dire pour dire que la médecine n'est pas facile. Et celui qui dit que la médecine est facile, c'est un imbécile tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer qu'on partage. Il faut qu'on partage nos cas cliniques, il faut qu'on partage nos pratiques, il faut qu'on partage nos habitudes. Et ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et bien sûr, tout ceci pour le grand bonheur de la cardiologie marocaine. Je tiens à féliciter et à remercier tous les orateurs. Je tiens aussi à remercier Zoher Chouchaouni et Hassan Mir qui ont mené cette aventure. Et pour nous, je l'ai dit avant à tous les orateurs et les modérateurs, notre challenge ce soir, c'était de gérer le temps. On a débordé un petit peu, mais c'était pour le plaisir de la cardiologie et c'est pour ça qu'une grande majorité des gens sont restés jusqu'à la fin. Je voudrais remercier les laboratoires Servier qui nous ont permis un petit peu cette réunion. Je voudrais vous rappeler les dates
de notre congrès national, des journées nationales de l'AMCAR qui vont se dérouler en digital. Et donc, on a gardé les mêmes dates, le 5, 6, 7 novembre. Retenez ces dates. Donc, il y aura des orateurs et des modérateurs nationaux et internationaux. Il y aura des surprises. Et voilà, donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour un autre webinaire. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.